Alors bonjour à tous, bienvenue donc à ce point de marché Wall Street. Donc nous sommes bien le dernier jour de la semaine, le vendredi 14 février 2014. Vincent Gann donc pour cette dernière séance de la semaine, pour vous proposer justement un bilan de la semaine, revenir sur tout ce qui s'est passé, voir encore quelques opportunités de marché, et puis parler des métaux précieux qui sont envolés, revenir sur les indicateurs qui ont permis d'anticiper ce mouvement, parler de l'avenir du dollar australien, où peut-il aller. Je pense que pour ma part il peut accélérer ce dollar australien. Parler des indices du CAC, du DAX. Tout à l'heure je vous ai proposé sur le forum et puis via le Real Time News une vente agressive intraday sur des tops de marché. On va en reparler, regarder le cadre intraday de ces indices et puis donc faire un premier bilan. Alors, bienvenue à tous, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Je vous prie donc d'accepter mes excuses pour ce léger retard. Enfin, léger retard même d'une dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Donc Virox me confirme que le son et l'image sont ok. Donc voilà, tout fonctionne bien. Allez, l'avertissement légal, je vous laisse quelques secondes. Et puis nous passons donc sur le vif du sujet, sur le marché, sur les indices à moyen terme, où peuvent-ils aller? Et qu'est-ce qui soutient l'euro? Quel est l'élément fondamental aujourd'hui important du jour? C'est la croissance économique. Croissance économique, on en a beaucoup parlé aux États-Unis en novembre, en décembre. Sauf que en janvier, on a vu les chiffres publiés donc, sur l'économie américaine ont plutôt été décevants. Alors décrochage assez violent d'ailleurs du dollar américain de manière générale sur le marché d'échange. Un mouvement exagéré ou pas, probablement, ça c'est un autre débat. En tout cas, c'est assez violent et assez surprenant ce qui se passe sur le dollar américain. Et au contraire, en Europe, eh bien, c'est l'euro fort. Alors là aussi, est-ce que c'est bien pour l'économie européenne? Si vous posez la question à un Espagnol ou si vous posez la question à un Allemand, vous n'aurez pas la même réponse. Mais peu importe, le marché se projette. Il ne faut pas regarder les chiffres de la croissance économique concernant la zone euro de manière absolue. Il ne faut pas regarder le niveau de cette croissance économique. Il faut regarder la tendance. Le marché cherche toujours à se projeter, le marché anticipe des perspectives de bénéfices. Alors ça c'est pour les placements actions, les perspectives de croissance économique. Encore, est-ce qu'on peut faire un lien direct entre perspectives de croissance économique et perspectives de bénéfices des entreprises? Alors peut-être pour celles, en tout cas, la majorité d'entre elles d'ailleurs, les entreprises petites et moyennes, qui sont elles très présentes en termes de chiffre d'affaires au sein de la zone euro. Ce qui n'est pas forcément le cas des entreprises du CAC 40 qui, on le sait, réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires à l'extérieur. Mais il y en a bien 50% réalisés au sein de la zone euro. Ce que vous avez sous les yeux, c'est à la fois flamboyant pour la zone euro et en même temps, pas très flamboyant. Qu'est-ce qui n'est pas flamboyant? Vous avez ici la croissance économique trimestrielle d'un certain nombre de pays de la zone euro. La croissance d'un trimestre à l'autre. En clair, ici pour la France, 0,3%, il s'agit du taux de variation de la croissance économique au quatrième trimestre 2013 par rapport au quatrième trimestre 2013. 0,3%, permettez-moi d'applaudir, quelle croissance. Donc en effet, d'un point de vue absolu, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais le marché observe la dynamique de la courbe de croissance économique. Et admettons que depuis le quatrième trimestre 2012, si vous prenez la croissance économique trimestrielle en Italie, en Espagne, en France, au sein de la zone euro, nous avons tendu vers la croissance économique. La ligne de zéro se situe ici. Mais ce qui importe, c'est que la tendance est haussière. La dynamique est positive et selon la théorie de la tendance, de manière standard, le marché utilise ces données passées et cette dynamique pour projeter en 2014 une poursuite de l'accélération de la croissance économique. La première étape a été de se rapprocher de la ligne de zéro. La seconde étape a été de franchir la ligne de zéro, et c'est ce qui se confirme au quatrième trimestre. La prochaine étape est de s'en éloigner. Et lorsque vous regardez les perspectives de croissance économique proposées par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ou encore le rapport mensuel de la Banque centrale européenne, eh bien, ils font comme ça. Ils font voilà, comme vous et moi maintenant, on prend ce chart et on le projette. Et donc derrière, ce sont des belles perspectives de croissance économique. Bref, voilà au fond ce qui soutient l'euro de manière générale, on l'a vu, en tout cas à court terme, sur le marché d'échange. Donc ça, c'était pour aujourd'hui l'élément fondamental, l'indicateur. Ce graphique, il est sur le site s'il vous intéresse. Alors hop, on va repasser sur la plateforme. Que se passe-t-il? Des petites latences d'internet, mais voilà, ça va se remettre en place. Allez,
Bon, ça je m'en occuperai plus tard, on va repasser maintenant sur la plateforme. Alors on va parler d'un certain nombre de marchés. Tout d'abord, laissez-moi revenir sur ce qui permettait d'anticiper le breakout sur l'argent. Alors l'argent, on vous en a beaucoup parlé avec Adrian depuis le début de l'année, des métaux précieux, des stratégies long métaux précieux, short indice, qui sont des stratégies gagnantes du point de vue des courbes de force relative. Alors bien sûr, avoir vendu un indice, ça dépend où on l'a vendu, mais ne pas avoir acheté en parallèle un métal, c'est compliqué, sauf si vous avez vendu au plus haut les indices. Nous avions hier observé sur l'once d'or l'importance de la résistance déterminée par la moyenne mobile à 145 jours. Je vous en ai parlé hier, moyenne mobile à 145 jours qui a bloqué la hausse des cours le 28 août, qui a bloqué la hausse des cours le 28 octobre, et hier, mon raisonnement était de dire cette moyenne mobile sera cette fois-ci franchie. Et je me suis appuyé sur quoi Sur le signal haussier qui avait été donné par le Disparity Index à 145 jours, l'écart relatif entre les cours et la moyenne mobile à 145 jours. Mât haussier, flag, signal d'achat donné le 15 janvier. Donc, le signal d'achat a été donné exactement le 23 janvier. Donc, le 23 janvier, nous étions sur l'once d'or, nous étions à 1240 $. Donc à 1240 $, vous pouviez, selon cet indicateur, anticiper le franchissement de cette moyenne mobile à 145 jours. Les cours l'ont désormais franchi. L'objectif sur l'écart relatif, c'est 7,84%. Donc, on va voir ce que cela nous donne en objectif. Un petit coup de calcul. La moyenne mobile à 145 jours passe à 1293. 1293. Alors hop, 1293 auquel on applique un coefficient multiplicateur d'un 0,75 vous donne 1390 $. 1390 $ comme objectif, en gros 1400 $ à moyen terme pour l'once d'or. Donc voilà, ça c'était la petite publicité pour l'indicateur Disparity Index que vous pouvez installer sur votre plateforme FXM MarketScope, qu'il s'agit d'un compte réel ou d'un compte de démonstration. Pour l'argent, c'est un autre sujet. Nous vous avons fait vous intéresser à l'argent lorsque les cours étaient prisonniers d'une zone de compression délimitée par une oblique de tendance baissière en place depuis le 28 août et le support horizontal des 19 $. Une compression de plus en plus étroite. Les cours en sont donc sortis par le haut, d'une part de cette compression, et d'autre part, la résistance à 20,40 $ a donc été franchie. Alors, c'est bullish, target moyen terme 23 $, au même titre que nous pouvons viser les 1400 sur l'once d'or. Alors l'argent, forcément, si votre question est de savoir comment maintenant se positionner, j'ai envie de dire, c'est compliqué, sachant que voilà, nous vous avons invité à vous positionner au contact du support des 19. Mais cherchons quand même à parler du rythme de marché. Le rythme, c'est quoi? C'est comment les cours vont rejoindre les 23 $. Alors là, en effet, il y a deux solutions. Soit celle d'une hausse verticale, soit celle d'un pullback sur 20-40 avant prise d'appui. Impossible de trancher entre ces deux scénarios, mais seul un de ces scénarios vous permettrait aux retardataires, entre guillemets, de se positionner. C'est celui d'un pullback sur 20-40, sauf qu'il n'y a aucune garantie. Mais voilà un niveau que vous devez donc garder à l'esprit. Donc pour les métaux précieux, le train est d'une certaine façon passé. Mais pour ceux qui sont dedans, eh bien, gardez tout, n'allégez pas, et puis visez donc plus haut, 1400 $ pour l'once d'or et 23 $ pour l'argent. Alors il y a d'autres indicateurs précurseurs, vous avez le Disparity Index qui était assez efficace, et d'ailleurs vous allez voir que je vais m'appuyer sur ce Disparity Index pour vous annoncer un objectif de cours de 0,94 sur l'AUD-USD, et ça d'une certaine façon c'est l'idée de trading que je vais vous proposer aujourd'hui pour les prochaines semaines. On va aussi parler du WTI naturellement, mais parlons avant tout des indices. Alors les indices, je pense, et en tout cas c'est le raisonnement désormais que je défends, que nous sommes à moyen terme, donc je parle de la tendance des dernières semaines, des précédents mois, dans des marchés plats. C'est en tout cas ce que je défends, un trading range sur l'indice CAC 40, 4050, 4350 points. C'est ce type de raisonnement que je défends aussi sur l'indice Eurostoxx 50, un range entre les 2915 points et les 3100 points, 3150 points, et nous sommes actuellement donc dans cette zone. Alors, les cours vont-ils construire une structure en épaule-tête-épaule? On pourra commencer à défendre cette hypothèse s'il y a un rejet sous les 3110 points.
Dans cette phase latérale, nous avons des divergences baissières qui se développent. Bref, pour l'instant, pour ma part, nous sommes sur ces indices-là dans des marchés plats. Je vous ai présenté l'indice Eurostoxx 50. Laissez-moi vous présenter l'indice Dow Jones qui ne fait plus de nouveaux plus hauts depuis maintenant plusieurs semaines. Depuis la mi-décembre, nous sommes dans un marché qui ne fait plus de nouveaux plus hauts. Et du point de vue de l'analyse technique, nous avons abandonné à moyen terme la tendance haussière sur cet indice. Et nous sommes à présent dans un range compris entre 15 700 points et 16 560 points. Sauf que je vous laisse observer la très nette sous-performance des indices et des actions américaines dans la phase de reprise qui a commencé la semaine dernière. Avec, pour ma part, un Dow Jones qui reste exposé à une réplique baissière tant qu'il se situe sous 16 240 points. Et j'observe surtout que nous avons ici une résistance à 16 040 points qui bloque la reprise. Par contre, si cette résistance est franchie, eh bien c'est le marteau ici hebdomadaire de la semaine dernière qui continuera de provoquer son effet. Donc si on résume, vous avez le Dow sous résistance à 16 040, vous avez l'Eurostoxx 50, on a vu sous résistance à 3110, le CAC 40 4050, 4350, nous avons fait 4340 tout à l'heure, et je me suis posé la question de l'intraday. Comment se comporte l'intraday au contact de cette zone de résistance extrême sur l'indice CAC 40. Alors, cette zone de résistance extrême, je vous la remontre, il s'agit de ce range-là. Pour ma part, voilà la lecture que j'ai de l'indice CAC 40 à moyen terme. Je ne parle pas du long terme. À moyen terme, je pense que nous sommes dans cette phase latérale, qui est celle donc d'un range entre 4050 et 4350. La seule chose qui me ferait abandonner cette lecture, c'est un breakout des 4350. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas ce type de breakout. Ça, c'est pour l'horizon de temps journalier. Alors, on va passer sur l'horizon de temps horaire. Tout à l'heure, je vous ai proposé deux ventes, certes agressives, mais offrant l'avantage du rendement risque. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est comme d'habitude, deux graphiques indiciels juxtaposés sur le même horizon de temps. À gauche, l'indice CAC 40 en données horaires, sous la zone de résistance extrême de moyen terme, et à droite, l'indice DAX 30 en données horaires. Alors, ce que j'avais observé en fin de matinée, c'était d'une part la construction par les cours de figures d'essoufflement en biseau ascendant. Vous aviez notamment ici, sur l'indice CAC 40, cette belle figure en cours de clôture horaire, qui me paraît ici tout à fait intéressante, qui m'a invité et amené à vendre l'indice CAC 40. Alors à combien exactement? On va recharger la plateforme. Bon, bah, je ne sais pas où est-ce qu'elle se met, mais ça bug un peu. Bon, c'était 4330, hop, voilà, à 4333. Donc, encore, hein, clairement, au niveau actuel des cours. L'idée, c'est quoi? C'était de s'appuyer sur ça, sur le positionnement de la résistance extrême de moyen terme, sur cette structure d'essoufflement en biseau ascendant horaire, que j'ai retrouvé d'ailleurs sur le DAX 30, et sur une divergence négative en intraday, entre l'indicateur RSI et les cours. Alors, cette vente agressive, pour l'instant, n'est pas confirmée. Elle le sera en cas de cassure intraday des 4311 points. Et sur le DAX, elle le sera en cas de cassure intraday des 9600 points. Et donc pour l'instant, elle ne l'est pas confirmée. Elle est à son cours d'entrée. Et les stops sont toujours là. Ils sont d'une trentaine de points sur ces deux indices. Donc à suivre sur ces deux marchés. Mais voilà en tout cas, moi, la lecture intraday que je vous propose sur CAC et DAX, des biseaux ascendants en données horaires. Alors, on va repasser sur l'horizon de temps journalier et puis continuer à développer quelles seraient donc les possibilités. Alors, bon, si on fait le bilan de la semaine, vous l'avez compris, le gold, hein, les nouveaux signaux haussiers, l'argent qui a enfin fait son breakout, le yen qui reste fort sur le marché d'échange, d'où cette stratégie de vente que nous vous avons proposée sur le yen, sur le Nikkei 225. Avec ici encore une fois sur ce Disparity Index un signal de vente marqué lorsque les cours sont sortis par le bas de cette structure et ont cassé le seuil ici des 5%, qui signifie l'écart de 5% entre cours et la MM200. Alors je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà suffisamment parlé cette semaine avec ce pullback ici sur les 15 000 points. Laissez-moi aussi vous montrer l'indice composite des grands pays émergents. Alors on a beaucoup parlé de la chute des devises des pays émergents, la déroute monétaire de ces devises-là. La question que je me suis posée, c'est est-ce que ce marché action des grands pays émergents,
et on sait qu'au mois de janvier, il y a eu une décollecte importante des actions américaines et aussi des actions de ces pays-là, y a-t-il eu un signal de vente majeur sur les actions des pays émergents? Eh bien ici, c'est un indice composite qui fait la synthèse donc de la tendance des actions brésiliennes, indiennes, turques, chinoises, etc. Et finalement, on voit que le seuil, il y a un seuil majeur qui se situe ici à 36, qui tient. On voit surtout que cet indice composite a tenu ici un canal important. Il n'y a pas eu donc de choc violent. Alors, pour ceux qui peuvent se poser la question de savoir, on connaît les difficultés structurelles que peuvent avoir ces pays-là, un certain nombre de risques. On connaît les déceptions sur le niveau de la croissance en Russie, au Brésil, le risque qui peut peser sur le secteur bancaire en Chine. Mais au fond, pour nous qui regardons les marchés, on regarde les baromètres. Et vous avez ici, avec cet indice composite, un bon baromètre. Eh bien, cet indice ne vous dit pas qu'il y a un risque majeur dans ces pays-là. Sauf si un jour, il enfonce cet important seuil de soutien en place depuis 2010. Donc, cet indice composite des pays émergents, vous pouvez l'ajouter à votre plateforme en utilisant l'application Yahoo Finance. En fait, vous téléchargez sur votre plateforme l'indicateur Yahoo Finance et le code de cet indicateur composite des pays émergents, c'est 2EM. Je vous l'ai mis dans la file commentaire EEM. Et pour télécharger l'application Yahoo Finance, vous allez donc dans le forum. Vous allez tout en bas du forum, vous avez ici application personnalisée pour MarketScope 2.0. Donc on va revenir dessus. Et vous allez donc le chercher. Alors elle avait été présentée. Voilà, Yahoo Finance Chart View. Je vais vous en donner le lien. Donc voilà, ici vous avez le lien pour télécharger l'application Yahoo Finance Chart View. Adrien vous a tout expliqué, il suffit de lire noir sur blanc. Et une fois que vous l'avez installé à votre plateforme, vous entrez le code EEM et vous pourrez donc utiliser et avoir en temps réel, donc, enfin pas en temps réel, c'est juste une vue sur un indicateur. Donc une fois par jour, vous allez devoir l'actualiser, mais peu importe, je pense que c'est important de suivre ce type d'indicateur. Donc voilà, c'était encore une période de pub, enfin en tout cas, pour vous montrer comment vous pouvez utiliser la plateforme pour faire de la recherche. Alors maintenant, on va parler opportunités. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous a déjà dit Adriane ce matin et ce que Nicolas a pu vous proposer ce matin aussi. On va parler de deux marchés qui peuvent vous intéresser. Le pétrole et la UD-USD. Le pétrole, pourquoi? Car je pense que j'aurai bientôt la réponse à la question que je m'étais posée cette semaine à travers une analyse. J'ai hier proposé une analyse qui s'appelait WTI Shooting Star. Il y avait un biais. La Shooting Star, selon la terminologie japonaise, c'est ce chandelier journalier du 12 février 2014. D'autant plus important que vous connaissez l'importance du niveau des 100,73 $. Il s'agissait de la ligne d'activation d'une structure potentielle en double creux sur 92 ou de la partie haute d'un trading range qui se construisait entre 92 et 100 $. C'est important ce chandelier japonais puisque avoir au contact de ce niveau horizontal des 100,73 une shooting star, qui est un des chandeliers japonais les plus puissants d'inversion de tendance, c'est un signal négatif. Alors déjà, lorsqu'on a ce type de signal, ça va dans le sens de la préservation du range 92-100 $. Ensuite, deuxième question que je me suis posée, quel est l'objectif théorique de cette shooting star? Je vous rappelle comment est-ce qu'on calcule l'objectif d'une configuration au chandelier japonais. Vous prenez l'amplitude totale du chandelier que vous portez au point extrême du chandelier concerné. Ici, son application est baissière, vous portez donc la hauteur totale au point bas de ce chandelier d'inversion de tendance. Je l'avais fait hier en utilisant ici cet outil-là, expansion de Fibonacci, et en collant plus haut, plus bas. Le report d'une fois la hauteur, c'est une fois la hauteur. C'est donc 98,66. En clair, je pense donc que ce chandelier aura produit son effet lorsque les cours seront revenus sur 98,66. Ça, c'est la cible. Qu'est-ce qui permettra d'affirmer définitivement que le range 92-100 a repris le dessus? Ce sera la rupture des 98. Donc, sur 98, il pourra y avoir une réaction haussière et des cours qui pourront repartir à l'assaut des 100,73. Mais à court terme, je vise un repli sur 98,66 et si ce niveau est rompu, sur 98.
Donc ça c'est pour le WTI. Maintenant on va essayer de parler des prochaines séances. Premier élément, la UD-USD, on vous en a parlé la semaine dernière, le 4 février. 4 février, on vous a dit signal d'achat. Pour une raison d'abord graphique, qui est la cassure ici d'une oblique de tendance baissière en place depuis exactement le 23 octobre 2013. Vous aviez donc ici un premier signal d'achat. Première chose. Deuxième chose, le dollar australien s'est repris de manière générale face à de nombreuses monnaies. Troisième élément, la corrélation forte avec l'once d'or, les métaux précieux de manière générale, qui milite en faveur d'un alignement dans la hausse du dollar australien et des métaux précieux. Et enfin, quatrième élément, propre à l'analyse technique de la paire AUD-USD, je pense que les cours ont donné ici un faux signal baissier sous 88,50, qui est un niveau de support majeur, l'ont réintégré, c'est un pré-signal favorable. Désormais, d'un point de vue chartiste, et je pratique le chartisme, je pense que les cours construisent une structure en épaule, tête-épaule, au-dessus de 88,50, eh bien, je continuerai de défendre cette vue de marché. Si les cours devaient casser 88,50, je n'aurais plus ce type d'anticipation. J'apprécie enfin la compression de plus en plus étroite entre la ligne de coup de la figure 90-86 et une oblique de tendance qui lie tous les bas de marché journaliers depuis le 5 février 2014. Et enfin, ce que je vous ai représenté ici, je vais rafficher la légende, je ne sais pas pourquoi elle est partie, bon c'est pas grave. Ici c'est à nouveau l'indicateur de disparité, l'écart relatif entre les cours et la moyenne mobile à 200 jours, moyenne mobile à 200 jours qui passe ici, qui avait bloqué la reprise le 23 octobre, et bien au même titre que cet indicateur par sa cassure haussière a été précurseur sur l'or et l'argent, et au regard de la forte corrélation entre or, argent et dollar australien, j'applique ici le même raisonnement. Sur mon indicateur de disparité, j'ai une cassure haussière qui est valide depuis le 7 février et qui me permet donc d'anticiper un retour à la moyenne. C'est-à-dire une hausse de cet indicateur sur ce niveau-là, le niveau du 0, c'est-à-dire un point de contact avec la moyenne mobile à 200 jours. Et donc, je m'appuie sur cet élément pour anticiper, lors des prochaines semaines, un breakout haussier des 90-86 pour viser un retracement de toute la phase de baisse en place depuis le 23 octobre. Première cible, 92. Voilà donc sur l'AUD USD. Bon, l'USD CAD, je reviens par honnêteté aussi sur l'USD CAD, parce que vendredi dernier, donc c'était le NFP, aux États-Unis et au Canada, et j'avais proposé à ce moment-là une stratégie de vente sur cassure des indices 30 sur l'USD CAD depuis sa baisse, sauf que c'est pas violent. Alors, elle est étonnante cette phase de baisse parce qu'elle est bien encadrée par un canal. Lorsque vous prenez ici la ligne de résistance supérieure, ici, sur l'USDK, donc en gros la ligne de tendance qui lie tous les tops de marché. Mince, pardon, je vais la mettre correctement. Donc c'est pas très violent comme repli, mais finalement ça glisse. Voilà, hop, et on va la prendre, voilà. Donc on a, voilà. On a une baisse qui a lieu dans un espèce de canal comme ça. Alors je vous l'accorde, l'idée c'est de chercher à se positionner long à moyen terme sur cette paire là. J'avais dans l'idée que les cours pouvaient revenir au contact des 1,08 sur cassure des indices 30. Bon, la baisse se fait mais de manière très lente, on a fait un plus bas à 1,0940. Je pense que si vous êtes toujours dans le marché, vendeur, votre stop doit être positionné désormais au-dessus des indices 30. Car si on franchit les indices 30, je pense que la baisse sera terminée, que le marché reprendra les 1,11. Toujours selon cet indicateur de disparité à la MM200 jours, vous voyez qu'on fait un pullback sur le seuil des 3,50. Cela signifie 3,50% au-dessus de la MM200. Alors, la MM200, elle passe actuellement à 1,0496. 1,0496 multiplié par 1,03496, ce qui fait 1,0862. 1,0862, c'est à peu de choses près un point de contact avec cette oblique de tendance haussière en place depuis le 24 octobre. Donc, conviction forte sur la UD-USD tant que le marché tient
les 88,50 avec comme objectif 92, et donc oui, je fais quelque chose qu'un analyste technique ne devrait pas faire, mais d'anticiper la cassure haussière des 90-80, mais je me suis permis de le faire sur l'argent, d'anticiper la cassure des 20-40, en m'appuyant sur ce disparity index, donc je refais le même raisonnement. Quant à l'USD4, bien écoutez, seul le marché répondra, mais sous un 10-30, je pense toujours qu'on peut revenir sur les 1,0850 sur ce marché. Alors l'euro-dollar. L'euro-dollar, que dire sur l'euro-dollar si ce n'est que aujourd'hui, il y a un élément d'enseignement aujourd'hui, c'est l'importance des 1,37. Alors c'est intéressant de constater qu'au même moment où euro-dollar se situe sous cette résistance des 1,37, vous avez l'USD-CHF qui lui est sur un support. Alors hier je vous avais proposé une lecture de ce type-là sur l'euro-dollar, pardon, une formation d'élargissement avec en cas de franchissement dans des 1,37 un objectif à 1,38. Le problème c'est qu'il faudrait une clôture jour au-dessus des 1,37. Et on voit encore une fois que l'intervalle 1,37-1,3730 il est chargé d'intérêt vendeur, puisque les incursions des cours au-delà de cette résistance provoquent tout de suite une mèche haute. Donc concrètement, s'il y a suffisamment de force pour envoyer les cours au-dessus des 1,3730, c'est possible que par déjà un effet de débouclage de stop de protection, on ait un phénomène d'accélération vers les 36, 38, 50. À ce moment-là, qui serait selon moi une belle zone de vente. Mais voilà, tant que euro-dollar se situe sous les 1,37, eh bien, c'est compliqué pour accélérer. Je pense que vous pouvez aussi désormais tracer, vous avez ce type d'oblique, hein, en prenant les tout derniers bas de marché journaliers. Et c'est possible que là, ça comprime entre ces 1,37 et cette oblique journalière. Si jamais on casse par le bas, on peut revenir chercher la partie basse de cette structure d'élargissement. Au contraire, on en sort par le haut, on pourra aller chercher la partie haute de cette structure d'élargissement. Bon, j'essaye de vous livrer quelque chose d'à peu près carré sur la paire euro-dollar, sachant que c'est pas évident, et je pense qu'elle est évidente pour personne. N'oubliez pas qu'en termes de corrélation, elle est inversement corrélée à la paire USD-CHF, avec un taux de corrélation négatif très fort. Alors, on va revenir sur le site, et je vais vous montrer cette analyse que vous a proposée ce matin Adrian sur l'USD-CHF. Alors, c'est cette paire-là, USD-CHF commençait à chercher des positions acheteuses. Et donc voilà, Adrian vous rappelle l'importance de ce seuil des 88,60 sur l'USD-CHF. C'est un niveau de support majeur qui correspond à la résistance majeure qui se situe entre 1,3730 et 1,38 pour la paire euro-dollar. Il y a une corrélation forte, mais ça ne permet pas d'aller pile poil chercher une corrélation. Et voilà le coefficient de corrélation sur 300 séances, il est de moins 0,93. Donc vous voyez qu'il est parfaitement fort. Je vous invite à lire cette analyse, je vous en donne le lien dans la file commentaire, voilà, sur comment travailler en convergence, pardon, euro-dollar et USD CHF. Alors, bon, pour les indices, rien de nouveau sous le soleil. On voit de toute façon que ça va terminer au plus haut. Alors, bon, on peut se poser aussi l'autre question, hein, qui est que va-t-il se passer en cas de cassure haussière du range 4050 et 4350? Bien écoutez, dans ces cas-là, en cas de cassure haussière, c'est un CAC à 4500 et un DAX à 10 000. Ce sera donc comme ça, ce sera un signal d'achat majeur. Sauf que pour l'instant, les bornes sont en place. Alors, le Bund. Le Bund, je vous en ai parlé pas mal dans toute cette phase de hausse. J'avais utilisé ici un outil d'extension. En clair, je vais vous le refaire avec vous, je vais le refaire. J'ai pris donc ici 100% de la hausse qui a eu lieu entre le 6 septembre et le 31 octobre. Je l'ai reporté au point bas de cette jambe de baisse qui s'est terminée le 2 janvier. Et j'ai obtenu 100% de l'amplitude au point bas, un objectif de cours à 144,53. Alors j'ai été agréablement surpris de voir que le 5 février, le marché avait fait le plus haut, 144,53. Confirmant qu'on a là un marché pardon, qui se travaille bien en amplitude, c'est-à-dire en extension et en retracement. Donc depuis,
on a cassé ici une oblique haussière. La tendance a donc changé. On est désormais dans une phase latérale, malgré le rebond des marchés actions. Le marché obligataire, représenté ici par le Bund, a bien tenu. Je pars donc du principe qu'il est solide et qu'il tend vers de nouveaux plus hauts. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce qu'on peut éventuellement l'acheter. À moins que vous soyez déjà acheteur. Dans ce cas, la question ne se pose pas. Et honnêtement, pour l'instant, les stops, je les laisserai positionner, si c'est le cas, sous le niveau des 142,30. Mais c'est un marché qui se travaille bien en amplitude. On va donc appliquer déjà ici un certain nombre de ratios de retracement. Et on voit en effet, à nouveau, que 38,2 de retracement de la dernière jambe de hausse correspond pile poil à un niveau de support chartiste. Donc, pour ma part, tant que ce marché reste positionné au-dessus des 142,31, je reste acheteur du Bund. Alors les cours ici ont formé un support qui se trouve à 143,11. Si on regarde les indicateurs de momentum, car au fond ce sont ces indicateurs-là qui ont besoin de respirer, de revenir un peu à la moyenne, on voit que ça se dégonfle tranquillement. Je pense qu'en termes de timing, c'est pas encore vraiment opportun de se positionner sur ce marché. Je ne sais pas tellement ce qu'il va construire. J'imagine une phase latérale, compris donc entre 143 et 144,53. On peut essayer de descendre dans les horizons de temps pour essayer de l'attraper, mais là aussi, honnêtement, je pense qu'il ne sera pas évident d'aller chercher quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une structure en drapeau? On va aller regarder si d'un point de vue technique on peut avoir ce type de construction. On va reporter. Oui, alors vite fait. Honnêtement, au niveau actuel, je patienterai. Éventuellement, je chercherai à exploiter tous les retours en direction des 142,30. Et je pense toujours que ce marché peut y retourner. Alors après, c'est vrai que si jamais on franchit les 144, on peut avoir un pré-signal derrière de nouveau plus haut. Mais honnêtement, c'est loin d'être acquis. Donc c'est vrai que maintenant en termes de positionnement, c'est pas évident d'aller donner un objectif, même si j'ai la conviction que ce marché reviendra en direction des 146, 147. Je pense que nous reviendrons sur le marché obligataire sur les plus hauts du mois de mai 2013. Je suis acheteur tant qu'on reste au-dessus des 142,30. Mais en termes de timing, là, il y a à court terme, ça me paraît risqué de rentrer maintenant dans ce marché. Donc je chercherai davantage à exploiter un retour dans cette zone-là. Sur les indices, il ne se passe plus rien. Alors le Yucca Oil, pour ceux qui s'intéressent au Brent, il n'est pas évident. Il y avait un niveau ici à 108,25. Alors il serait au contact d'une moyenne mobile intéressante. Oui, voilà. Donc en fait il est plat. Vous voyez que la moyenne mobile à 200 jours elle est parfaitement plate. Et je pense que le Brent, il est donc au-dessus de cette ligne de tendance haussière qui joint tous les cours de clôture depuis juin 2012. Je vais vous le montrer. Voilà tous ces cours de clôture. On va repasser en chandelier japonais. Vous avez une moyenne mobile à 200 jours qui est d'ailleurs parfaitement plate. Bon. On a une compression qui est peut-être triangulaire. Là, les cours reviennent sur un niveau horizontal à 108, mais c'est pas hyper impulsif. Honnêtement, je pensais que ce niveau pouvait relancer la hausse et que le marché pouvait aller chercher les 110. Mais je vois que c'est compliqué. Donc, même si ça reste dans l'ordre du possible, j'ai davantage de conviction sur le fait que le WTI va revenir chercher les 98,66, qu'il y aurait une réaction positive sur 98. Si jamais on les casse, on reviendra à 92. Si on rebondit, on peut retester cette zone. Mais à court terme, on est désormais sous l'influence donc de cette shooting star du 12 février. Geoffrey Pace nous dit maintenant l'indice VFM est full à la hausse. On va pouvoir rentrer dans la correction attendue. Alors c'est possible. Après, soyons quand même méfiants.
Euh, mais voilà, moi pour le cas DAX, je regarde vraiment le cadre intraday. Oui, Hervé nous donne l'indice de confiance du Michigan. Bon, on voit qu'il n'y a pas un impact transcendantal sur le marché. Bon, ça, le scénario n'a pas changé sur le CAC DAX, mais ça reste fort. S'il avait vraiment s'agi ici de structure en biseau, on aurait pu décrocher, ce qui n'a pas été le cas. Euh, bon, de toute façon, maintenant, on approche de la fin de la semaine, donc voilà, on peut avoir aussi ce type de structure, mais c'est pas, ça reste quand même tout à fait solide ces marchés. Bon, il n'y a même pas de biseau sur le DAX. Il n'y a absolument rien à part une succession de creux et sommets ascendants. Et on casse pas le moindre support sur le DAX. Bon, il faudrait vraiment casser les 96-34 pour avoir juste une phase de conso. La vente s'est faite sur un bon timing, mais elle sera vraiment confirmée en cas de cassure des 96-34. Voilà, pour l'instant, je prends une quinzaine de points, mais je serai vraiment rassuré que quand les 96-34 seront cassés, et quant au CAC, il faudra vraiment enfoncer les 4310 pour valider une structure d'essoufflement comme ça en biseau. Et bon, ça diverge en intraday, mais est-ce que c'est suffisant pour interrompre 9 séances consécutives de forte hausse? Honnêtement, ça, c'est le marché qui donnera la réponse. Donc voilà, donc moi vraiment, je pense que je suis confiant sur le dollar australien. Il y a eu des mauvais chiffres de l'emploi qui ont été publiés cette semaine en Australie. Et j'ai trouvé la réaction du marché pas trop négative, voire même plutôt solide sur la UD-USD. Donc, voilà. Elle m'intéresse cette paire en dollars. Autant sur l'eurodoll, on voit que c'est compliqué. Autant, tant que cette dernière tient les 88,50, je pense qu'on pourra avoir un mouvement positif. Si jamais on casse cette trendline en place depuis le 5 février, le marché reviendra chercher 88,50, ce qui sera là un excellent point pour rentrer avec un stop d'une vingtaine de pips. Mais bon, c'est pas le scénario que je privilégie. Moi, je pense qu'on va comprimer au-dessus de cette oblique. Donc là, on est en données journalières, si vous voulez tracer la même chose. Et puis, voilà, un peu au fond comme a fait l'argent sous les 20-40, pour finalement nous mettre ici un gros mouvement bullish. Alors, la semaine prochaine, il y a des données économiques importantes. Bon, l'évolution des prix aux États-Unis jeudi prochain et au Canada vendredi prochain. Lundi, c'est un jour férié aux États-Unis. C'est le jour officiel qui célèbre la présidence des États-Unis d'Amérique. Donc, je pense que la volatilité sera réduite lundi. Et puis à partir de mardi, les choses sérieuses recommenceront donc sur le marché. Voilà, écoutez, je vous remercie donc pour votre attention. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie donc de votre fidélité en salle de trading. Et puis, nous reparlerons donc des marchés de vive voix. À partir de lundi, par contre, voilà, nous maintenons toutes les émissions lundi et même l'émission de l'après-midi. Lundi aura bien lieu. On fera quand même, voilà, on prendra le temps de faire un tour d'horizon des marchés dans le calme, sans les investisseurs américains. Merci à tous, très bon week-end et à lundi.